Salut tout le monde, moi c'est Rems et je vous souhaite la bienvenue dans notre multiverse. Vous savez, environ une fois par an, je me fais un petit kiff, me replonger dans les livres Harry Potter. Même si les films sont géniaux, on va pas se mentir, c'est quand même moins riche en informations que les livres. Et c'est justement le cas pour l'un d'eux, Les Princes de Sang-Mêlé. Alors, clairement, je pense qu'on parle du livre qui a eu l'adaptation la plus controversée au cinéma. L'équipe du film a pris le parti de mettre en avant le quotidien des élèves et a complètement laissé de côté certains des passages les plus marquants du livre. Et comme le sixième livre est l'un de mes préférés, j'avais donc envie de revenir avec vous sur tous les moments qui auraient dû être adaptés au cinéma. C'est parti. Dumbledore rencontre les Dursley. Ah là là, croyez-moi, c'est toujours un plaisir de voir les Dursley se confronter à d'autres membres de la communauté magique. Et le meilleur exemple, c'est sûrement quand Dumbledore vient chercher Harry chez les Dursley avant de l'emmener rencontrer le professeur Slughorn. Dans le livre, Dumbledore vient présenter à Harry le testament de Sirius, qui est mort quelques mois plus tôt, et lui dire qu'il hérite du 12 Square Grimmauld, et aussi, à son grand plaisir, de Créature, l'elfe de maison de la famille Black. Bernard Dursley, qui, bien sûr, n'aime pas tout ce qui sort de l'ordinaire, commence à s'agacer. Mais il se ramasse presque aussitôt un violent coup de pression de Dumbledore qui balance à toute la famille leurs 4 vérités. Dumbledore leur rappelle qu'ils n'ont pas tenu leur promesse, qu'ils n'ont pas offert à Harry une enfance agréable, et le plus drôle, c'est quand il leur dit qu'ils ont maltraité Dudley, parce qu'au début, on pourrait trouver ça bizarre. Mais en fait, on comprend que Dudley a été tellement gâté par ses parents qu'ils lui ont refilé leur haine de la magie. Heureusement, Big D finira par grandir et évoluer. Voir Dumbledore humilier les Dursley, ça aurait été un moment absolument jouissif. La vie de Merope Gaunt. Imaginez, on a un méchant comme Voldemort, celui que tout le monde craint. Un méchant qui a déclenché 2 guerres des sorciers. Dans le livre, on a une énorme partie consacrée aux souvenirs de Voldemort, à son enfance, comment il a trouvé les Horcruxes, mais surtout à ses origines familiales. On découvre comment sa mère vivait dans une famille de descendants de Serpentards, racistes et abusifs, et comment elle a donné naissance à son fils en droguant son père, lequel a fini par l'abandonner, ce qui a contraint Merope à placer son enfant dans un orphelinat. C'est cruel, tragique, mais ça explique énormément de choses sur Voldemort, et le film ne le montre pas. On aurait pu comprendre pourquoi Voldemort déteste les Moldus, ça nous aurait permis d'en apprendre plus sur ce personnage. Mais bon, on espère que la future série adaptera ces scènes parce qu'on mérite de les voir. La trahison de Severus Rogue. Alors, petit rappel. Vous le savez, mais Severus Rogue était un mange-mort. Un mange-mort extrêmement fidèle à Voldemort. Mais ce qui est passé sous silence dans les films, c'est que c'est aussi lui qui allait répéter la prophétie à Voldemort. Oui, la même prophétie qui a poussé Voldemort à s'en prendre au Potter. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que la prophétie parlait d'un enfant né à la fin du mois de juillet. Un enfant dont les parents s'étaient opposés 3 fois à Voldemort, sauf qu'évidemment, Rogue étant amoureux de Lily, il a fait ce que n'importe qui aurait fait à sa place, c'est-à-dire demander à Voldemort d'épargner Lily et de tuer James et Harry à la place. Parce que, en gros, il n'en avait rien à foutre d'eux tant que Lily vivait. Ouais, c'est un amour ce mec. C'est un passage extrêmement important pour comprendre le basculement de Rogue et pourquoi il avait rejoint le corps de Dumbledore et ça n'a pas été mis dans le film. Surtout que Rogue est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de par ce rôle d'agent double. Ce serait par exemple Colin Creevy, je dis pas, mais Rogue c'est quand même assez problématique. Bref, ce moment aurait dû être dans le film. Harry rencontre le ministre de la magie. Bon, instant confession. Avant ma relecture du Prince de Sang-Mêlé, je n'avais pas capté à quel point cette scène était une masterclass. Petit contexte, Scrimgeour a remplacé Fudge après de nombreuses boulettes du ministère. Lui, il veut faire sérieux, rassurer les mondes de sorciers, montrer que le ministère a la situation en main, et pour ça, il se dit « Tiens, si on utilisait Harry Potter comme mascotte, ça va claquer ?» Sauf que, non. Harry, il a évolué. C'est plus le gamin paumé du placard sous l'escalier. Là, il a de la rage dans les veines et il balance à Scrimgeour un discours incroyable. Vous vous fichez que je vive ou que je meure, mais vous aimeriez bien que je vous aide à convaincre tout le monde que vous êtes en train de gagner la guerre contre Voldemort. Je n'ai pas oublié, monsieur le ministre. Je ne me souviens pas que vous soyez précipité pour prendre ma défense quand j'essayais d'avertir les autres
que Voldemort était de retour. Le ministère n'était pas si soucieux de m'avoir comme ami l'année dernière. Et là, Harry conclut en disant qu'il est l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. Rien que ça, court, sec, puissant. C'est pas juste un ado qui tête à un ministre. C'est le symbole d'une génération qui dit on ne va pas se laisser manipuler ni par Voldemort, ni par vos institutions pourries. Imaginez, Daniel Radcliffe en mode regard noir, tension palpable, et derrière une musique sombre qui monte. On ressort de là et on se dit ok, Harry a grandi, c'est plus le survivant, c'est le leader. Il aurait mis tout le monde d'accord et ça aurait ouvert les yeux à tous ceux qui pensent que Harry est arrogant et prétentieux. Mais ça, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. La relation entre Harry et Ginny. Alors là, c'est probablement l'un des points qui a frustré beaucoup de fans. Dans les films, la relation entre Harry et Ginny est plus maladroite, moins bien construite, et de manière générale, Ginny a un rôle plus important dans les livres. Harry, d'abord, il n'ose pas. Il a ce mélange de jalousie, d'attirance et de peur. La peur de perdre Ginny, mais aussi la peur de perdre l'amitié de Ron, le grand frère de Ginny. Et de son côté, Ginny n'est pas juste la petite sœur de Ron. C'est une sorcière forte, charismatique, drôle, qui a une vraie personnalité. Dans le livre, on sent vraiment la montée en tension, les regards, les hésitations. Et quand ils finissent enfin ensemble, c'est un moment énorme. Harry est retenu le jour de la finale de Quidditch. Il ne sait pas comment se passe ce match. Il est au bout de sa vie, puis il rentre dans la salle commune et tout le monde explose de joie. Ils se jettent sur lui pour dire qu'ils ont gagné et Harry, pris dans l'euphorie, embrasse Ginny sous les yeux de Ron qui approuve leur relation. Et ça permet aussi d'apporter plus de tragédie à la fin de l'histoire quand Harry doit quitter Poudlard pour traquer Voldemort et abandonner Ginny. Harry et Ginny, c'est un couple hyper bien construit, mais le film n'a pas vraiment bien retranscrit cette relation. Heureusement que les livres étaient là pour donner plus d'épaisseur à Ginny. L'enterrement de Dumbledore. Ah, celui-là, il me fait encore des frissons, rien que d'y penser. Dans les films, on a un moment joli visuellement, avec la baguette TV et tout, mais dans le livre, c'est 1000 fois plus puissant. On a toute la communauté magique réunie, les professeurs, les élèves, les membres du ministère, même des créatures magiques. Tout le monde vient rendre hommage à l'un des plus grands sorciers de tous les temps. Harry se rappelle du moment qu'il a vécu avec Dumbledore, il pense à tout ce qu'il n'a jamais eu le temps de lui demander. Hagrid porte le corps de Dumbledore dans ses bras, ses yeux ruisselants de larmes. Et surtout, ce n'est pas juste une cérémonie, c'est un vrai moment de bascule. Harry comprend que désormais, il n'a plus Dumbledore comme mentor, qu'il va devoir affronter Voldemort seul, avec ses amis. Dans le livre, on voit Harry au bord du lac, face au tombeau de Dumbledore. On sait que plus rien ne sera pareil. C'est lourd, c'est douloureux, mais c'est aussi le moment où il décide « Ok, maintenant, c'est à moi de prendre la relève ». C'est pas juste un élève qui a perdu son prof, c'est un héros qui hérite d'un combat. Dans les films, bah ouais, des baguettes TV, c'est joli, mais ça n'a pas ce poids, pas ce frisson, et honnêtement, on méritait de le voir. Juste, imaginez la scène que ça aurait donné au cinéma. Imaginez l'émotion qu'on aurait ressentie devant l'enterrement de Dumbledore. Ça aurait donné une scène mythique. Et enfin, les personnages oubliés. Allez, on conclut ce petit best-of du Prince de Sang-Mêlé avec un petit mix des personnages qui ont un grand rôle dans le livre, mais peu, voire quasi inexistants dans le film. Déjà, on peut aborder le cas des elfes de maison, notamment Dobby et Créature, qui apparaissent dans le livre pour aider Harry à savoir ce que manigance Drago. Ensuite, on a Hepzibah Smith, une descendante de Poufsouffle, qui apparaît dans l'un des souvenirs de Dumbledore et qui nous présente deux des Horcruxes de Voldy, à savoir le médaillon de Serpentard et la coupe de Helga Poufsouffle. Deux artefacts, bien sûr, complètement zappés de l'adaptation. Ce n'est pas comme si c'était deux éléments importants pour la bataille finale. Petite émotion aussi à Luna, que j'ai trouvé vraiment drôle dans ce livre, surtout quand elle commente le match entre Gryffondor et Poufsouffle. Et dans les autres personnages, on peut aussi parler de Bill Weasley, qui est très présent depuis la Coupe de Feu, ainsi que Fleur, la championne de Beauxbatons. Fleur n'est pas très appréciée dans la famille Weasley, notamment par Molly, mais on a eu droit à un beau moment à la fin, quand Bill se fait attaquer par Greyback et que Fleur promet de rester aux côtés de Bill, se moquant de son aspect. Et aussi, bien sûr, une mention à Remus et Tonks, l'un des meilleurs couples de la saga. Tonks est en grande dépression, elle est amoureuse de Lupin, mais celui-ci refuse de se mettre en couple avec elle, considérant qu'il est trop dangereux, étant un loup-garou. À la fin, ils finissent quand même par officialiser leur couple, même si, personnellement,
J'aurais bien aimé voir un petit face-à-face entre Lupin et Greyback, mais au moins on va dire que ça finit sur une note un peu positive, ce qui fait du bien après la mort de Dumbledore et, par extension, après cette longue vidéo. Et voilà, c'était ma plongée dans le prince de Sommel. Alors, mon objectif n'est pas de cracher sur les films Harry Potter, loin de là, je les ai adorés et on en parlera bien sûr. Mais il faut bien admettre que les livres regorgent de petits détails qu'on avait oubliés et au final, c'est la vraie histoire d'Harry Potter. Et vous, quelle scène auriez-vous voulu absolument voir à l'écran? Perso, même si j'aime chacun de ces moments, je pense que la mort de Dumbledore aurait dû être adaptée au cinéma pour rendre hommage à ce grand sorcier. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à regarder ces deux vidéos si vous voulez rester un peu dans le monde magique avec moi. Vous découvrirez une chouette théorie sur Rogue ou mon dernier What If Story et si Lupin était resté à Poudlard. Spoiler, ces deux vidéos sont super cool. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans le multiverse et souvenez-vous, toujours homme ou femme de Dumbledore jusqu'au bout. Ciao!